Jimmy Candé, c'est l'association des AAPF, c'est quoi l'acronyme? PLAF, Ah oui, plateforme de protection de lanceurs d'alerte. voilà. Et donc, on a eu l'occasion de faire plusieurs séminaires sur ces questions en Afrique. Et donc, Jimmy peut parler de la conception de lanceurs d'alerte en Afrique, la situation en Afrique. Madame, vous pouvez parler de ce qui se passe en France avec la loi Seguin. Et puis, Yéyé est notre spécialiste de, des Du lanceurs. Niger, hein. Il ne faut pas me donner. Lui, c'est lui qui s'occupe des lanceurs d'alerte au sein de notre conférence. Voilà. Et donc, vous avez Dominique Tricot qui connaît assez bien le système français et même au-delà, puisque dernièrement, il était allé à Kigali pour évoquer ces questions-là. Et c'est notre trésorier. Et Ismaël, contact CIB, qui est notre directeur exécutif. Et moi, je suis votre serviteur, secrétaire général. Alors, si vous êtes d'accord, on peut peut-être commencer. Dans quel ordre souhaitez-vous faire une présentation? Jimmy, Madame Barois de Sérigny, Madame Barois peut-être? Comment voulez-vous? Moi j'avais juste une petite question. Je peux commencer si vous voulez bien. Je pense que la réunion qu'on avait eue avec Ismaël, on avait défini un certain nombre de points qu'on devrait aborder aujourd'hui. Avec ce qu'on venait de dire tout à l'heure, c'est presque un peu la même chose. Mais bon, dans ma petite présentation, il y aura peut-être quelque chose qui pourrait être évoqué par Madame Cécile Barrois. Donc, je n'insisterai peut-être pas beaucoup là-dessus, pour qu'on puisse avoir le temps de pouvoir avancer ensemble. Merci Jimmy. Bon, Ce que je propose donc, ce serait donc que Jimmy Kandé commence. Il doit parler du cadre juridique de la protection du lanceur d'alerte et que Madame Barois intervienne Merci par la beaucoup. suite pour présenter également le cadre juridique français de la protection du lanceur d'alerte dans le cadre des activités du défenseur des droits. voilà. Ok, eh ben écoutez, alors je propose, Ismaël, qu'on ouvre les fenêtres et, et qu'on accueille tous les intervenants. Je ne sais pas comment ça se dit dans les visioconférences, auditeurs, mais ce sont en même temps des téléspectateurs. Ils sont là, Bref, tous les participants. ils sont bien Alors, là, ils sont je connectés. je voudrais leur souhaiter la bienvenue, leur dire que très heureux qu'ils soient présents, ils sont nombreux et les webinaires de notre CIB sont particulièrement suivis, très appréciés. Et il est vrai que nous avons toujours des conférenciers de qualité, des intervenants de qualité. Je voudrais officiellement remercier Madame Bawas Serrini et Monsieur Jimmy Candé et Monsieur Dominique Tricot et Monsieur Yaye Mounkalia de leur intervention. Et dans ce webinaire qui est organisé par la CIB avec l'appui du directeur scientifique qui est Monsieur Laurent Poulet. Alors, les lanceurs d'alerte, c'est un, un mode de traitement, de lutte contre la délinquance qui est tout à fait récent et Non, 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 casse-toi. qui se développe aujourd'hui et qui a besoin de s'accrocher dans un dispositif juridique assez précis pour qu'il puisse y avoir l'ensemble des garanties qui sont données à ce lanceur d'alerte. Alors, je propose que M. Candé puisse intervenir tout de suite pour décrire ce lanceur d'alerte et la protection que celui-ci mérite, et en m'interrogeant sur le point de savoir si celle-ci est garantie dans de nombreux pays. Merci beaucoup, Bernard. Je voulais juste savoir si j'ai combien de temps. Comme ça, je sais me Votre gérer. webinaire est prévu pour durer 2 heures, donc l'idée c'est qu'il puisse y avoir 7-8 minutes pour qu'il puisse y avoir un véritable dialogue entre vous et que l'on puisse répondre aux questions. Laurent Poulet vient de faire passer un message pour dire à tous les intervenants, n'hésitez pas à poser des questions par message. Merci beaucoup. Si on peut juste me donner la main rapidement pour partager l'écran.
C'est parti, Jimmy. Tu as tous Ok. les pouvoirs. Merci beaucoup. Merci beaucoup déjà à la CIB de nous avoir joints à cette activité, à ces webinaires. Je dis un grand merci et c'est toujours un plaisir de retrouver Bernard ou Maître Yahié avec qui nous avons travaillé par le passé. Donc, il m'avait été demandé de pouvoir parler du cadre juridique de la protection de lanceurs d'alerte. C'est vrai que c'est un nouveau sujet, mais en même temps vaste et je pense que dans 8, 10 minutes, je vais essayer vraiment de me résumer et de pouvoir vous donner l'essentiel. Parler du cadre de la protection du lanceur d'alerte. Donc, il est également question de pouvoir parler de pouvoir se mettre d'accord sur ce qu'est un lanceur d'alerte, le droit consacré par les législations nationales spéciales, les garanties offertes par les conventions internationales, et puis le caractère transversal de la protection des lanceurs d'alerte sont les 3 points qui m'ont été demandés de pouvoir partager avec vous. Alors, pour aller rapidement sur le vif du sujet, qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Il y a beaucoup de confusion, beaucoup plus sur le continent africain. Des fois, on arrive à appeler les politiciens de lanceurs d'alerte, des activistes de lanceurs d'alerte, parce que les gens ne savent pas réellement ce que c'est un lanceur d'alerte. Alors, qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? D'abord, nous avons premièrement la définition de Transparency International qui définit le lancement d'alerte, c'est-à-dire le processus de lancement d'alerte comme étant la divulgation d'informations relatives à des activités corrompues, illégales, frauduleuses, dangereuses, commises dans ou par des organisations du secteur public ou privé. Donc, on voit très bien qu'on fixe que le processus est lié à des activités contraires à la loi, contraires à l'éthique, et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe définit le lanceur d'alerte comme toute personne soucieuse de tirer la sonnette d'alarme afin de cesser des agissements pouvant représenter un risque pour autrui. Et en tant qu'organisation PLAF, nous avons donné également une définition que c'est une personne qui révèle des informations concernant des actes illégaux, illicites ou contraires à l'intérêt général dont il a été témoin, notamment, c'est important, notamment dans le cadre de son travail. Donc, on essaye de spécifier encore que le lanceur d'alerte, c'est un employé d'une organisation, c'est un employé d'une entreprise qui révèle des informations parce qu'il est témoin, parce qu'il les a vues. Alors, donc, c'est donc différent de fuiteurs d'informations, c'est donc différent d'un professionnel de l'information comme un journaliste dont le métier est de pouvoir informer les gens. Donc, c'est différent d'un délateur et c'est différent d'un activiste qui fait d'une cause son porte-étendard, qui va essayer de sensibiliser les gens sur une cause précise. Alors, quels sont les Jimmy, droits? Oui, euh, est-ce que tu peux mettre le PowerPoint en grand écran, s'il te plaît? Une demande d'un des participants. ouais, ok, ok. Merci. C'est bon maintenant? C'est parfait. Ok. Merci. Alors, le deuxième point, donc, c'était quels sont les droits consacrés par les législations spéciales. Il faut déjà commencer à noter que plusieurs conventions qu'on va voir par la suite appellent les États à pouvoir voter de lois qui protègent spécifiquement le lanceur d'alerte. La réalité est donc différente suivant qu'on soit en Europe ou qu'on soit en Afrique. Et pour ceux qui sont en Afrique, il faut noter que sur les 55 pays qu'on a en Afrique, seuls 11 pays en Afrique sont dotés de lois qui protègent les lanceurs d'alerte. Et même là encore, on se retrouve encore sur le problème sur la qualité de ces lois et sur l'effectivité dans l'application de ces différentes lois. Et aujourd'hui, il y a par exemple, l'Europe qui s'aligne sur la directive qui appelle également à la protection de lanceurs d'alerte. Il y a encore beaucoup d'États qui traînent, mais je pense que l'exemple de la France qui a pu se doter de la loi Wasserman, qui est considérée comme l'une des lois intéressantes, est quand même un exemple d'une loi qui est très intéressante. Alors, les législations nationales spéciales en matière de protection de lanceurs d'alerte varient considérablement d'un pays à l'autre, mais elles partagent souvent de principes fondamentaux communs destinés à protéger ceux qui signalent des activités illégales, non éthiques ou dangereuses. Alors, parmi ces droits qui sont consacrés, nous avons premièrement, c'est la confidentialité et l'anonymat. Lorsqu'on veut protéger les lanceurs d'alerte, on doit s'assurer de la confidentialité de l'anonymat, protection de l'identité du lanceur d'alerte pour éviter
toute répercussion négative comme de représailles ou du harcèlement. Cette question se vérifie encore beaucoup plus en Afrique, où généralement les faits qui sont signalés dans les entreprises publiques qui touchent généralement à des politiques qui ont de la puissance, c'est important que nous puissions garantir la confidentialité et l'anonymat. Il y a la protection contre le représailles. Donc, s'assurer qu'ils ne vont pas être licenciés parce qu'ils ont lancé l'alerte, qu'ils ne vont pas perdre leur emploi parce qu'ils ont lancé l'alerte, parce qu'ils sont généralement victimes de représailles. Il faut que les droits puissent s'assurer que les lanceurs d'alerte seront protégés contre les représailles de différentes formes. Ça, on parle de licenciement, de dégradation, réduction des salaires, c'est au sein de l'entreprise, mais il y a également de représailles qui peuvent même aller jusqu'à toucher à l'intégrité physique du lanceur d'alerte. Il faut que dans la loi, qu'il puisse y avoir de voies de recours sécurisées, donc mise en place des canaux de communication sécurisés officiels pour rapporter les faits répréhensibles, ce qui peut inclure de lignes directes, anonymes, de portails en ligne et des interlocuteurs dédiés au sein de l'organisation. Il y a également accès à une assistance légale. Nous qui travaillons avec les lanceurs d'alerte, nous savons que généralement, ils vont survivre de représailles, ils vont avoir des procès, généralement pour les décourager. Ils doivent avoir droit à consulter, à être assistés par un avocat pour se défendre contre les répercussions des actions du lancement d'alerte et pour naviguer dans le processus juridique. Il y a également l'indemnisation. Il faut que le droit puisse s'assurer qu'une compensation lorsqu'ils perdent du travail, lorsqu'ils ne peuvent plus recevoir leur salaire à la fin du mois, il faut qu'il puisse y avoir des indemnisations au niveau de la loi. Droit à une procédure régulière, assurance que tout procès ou toute sanction suivra un processus équitable où le lanceur d'alerte pourra se défendre et présenter de preuves. Il y a des mesures de soutien, accès à des services de soutien psychologique. Beaucoup de lanceurs d'alerte, des fois, qui sont livrés à eux-mêmes, ne savent pas quoi faire et généralement, ils ont besoin de soutien psychologique pour leur permettre de pouvoir tenir pendant toute la procédure du lancement d'alerte et avoir des conseils pour gérer le stress, les conséquences potentielles de l'acte de lancer l'alerte. Droit à l'information, c'est-à-dire après avoir lancé l'alerte, les lanceurs d'alerte doivent être tenus informés des suites à donner à ces révélations dans les respects de lois en vigueur concernant la confidentialité et la sécurité. Réparation et rectification, donc en cas de constatation des faits répréhensibles, suite à une alerte, des mesures doivent être prises pour rectifier les torts causés pour empêcher une récidive et de cas de rectification si cela est nécessaire. Donc, nous avons l'exemple de la loi en France, la loi du 21 mars 2022 sur la protection du lanceur d'alerte, qui d'ailleurs, cette loi est venue corriger beaucoup de manquements qu'il y avait dans la précédente loi. Déjà, en commençant par donner une large définition du lanceur d'alerte en disant que c'est une personne physique qui signale ou divulgue sans contrepartie financière directe de bonne foi des informations portant sur un crime, un délit, une menace, un préjudice pour l'intérêt général. Donc, on a une définition qui est beaucoup plus large, contrairement à celle qui existait avant dans la loi, qui permet de pouvoir circonscrire le lanceur d'alerte. Donc, il donne également un nouveau statut pour l'entourage de lanceurs d'alerte. Dans cette nouvelle loi, il y a également, vous savez, lorsqu'un lanceur d'alerte est en danger, ce n'est pas seulement les lanceurs d'alerte, ce sont si proches, ce sont tous ceux qui sont autour de lui qui peuvent également subir de représailles. Il faut donc que la loi puisse également prévoir des mécanismes de protection pour ces personnes qui sont tout autour du lanceur d'alerte. Ensuite, on parle également des canaux de signalement simplifiés. Dans la loi Sapin 2, on avait des hiérarchisations dans les canaux d'alerte, alors que cette hiérarchisation qui posait problème, notamment en termes de représailles, dans la loi de 2022, que le lanceur d'alerte pourra lui-même choisir le mécanisme de signalement qu'il veut, mais ne pourra recourir au public ou aux journalistes qu'en dernier ressort, et c'est là sous certaines conditions. Les mesures de protection qui sont renforcées, la loi renforce les garanties de confidentialité qui entourent un signalement complet et la liste de représailles. J'essaie d'aller beaucoup rapidement pour ne pas prendre beaucoup de temps. Il y a la loi également du Rwanda, la loi numéro 44-2017 sur le lanceur d'alerte. Tout à l'heure, je disais que l'Afrique a certains pays qui sont dotés de lois, d'ailleurs, pour votre information, pour la plupart, toutes sont anglophones. On a le Rwanda qui dispose d'une loi mais qui ne propose pas une définition aussi large du lanceur d'alerte.
il y a un problème en ce moment. Il y a la loi rwandaise qui ne prévoit pas de mesures de protection pour l'entourage du lanceur d'alerte, donc qui restera, il peut subir de représailles, ses amis, sa famille peuvent subir de représailles sans pour autant qu'ils puissent bénéficier de protection spécifique. Dans les canaux de signalement, la législation, par exemple, au Rwanda, se limite à un seul moyen de signalement, à savoir un canal interne au sein de l'institution concernée. Donc, on se voit très bien qu'une loi peut exister, mais lorsqu'elle ne garantit pas certains droits aux lanceurs d'alerte, cela peut fragiliser ou n'encourage pas la culture du lancement d'alerte. Donc, et puis, cette loi ne prévoit pas d'immunité pénale et civile de lanceurs d'alerte dans les cas où ils seraient poursuivis pour leur signalement. Et il y a la loi qui est considérée comme étant une loi un peu progressiste du continent africain, c'est la loi sud-africaine. Mais là encore, on a une bonne définition de ce qu'un lanceur d'alerte qui essaie de donner une large définition, mais on se rend aussi compte que la législation sud-africaine ne prévoit pas de mesures de protection pour l'entourage de la personne qui fait des divulgations protégées. Et la loi prévoit deux canaux de signalement, des canaux internes et externes, et les médias de manière circonstancielle, comme un peu cela est le cas actuellement en France. Il prévoit les mesures de protection contre les dénonciateurs face aux représailles auxquelles ils peuvent faire face. Et en vertu de cette loi, les représailles interdites se limitent au préjudice professionnel. Donc, on se rend compte que il y a de mesures, mais uniquement sur les préjudices professionnels et pas en dehors. Donc, il y a quelques insuffisances au niveau de loi. Je pense qu'il y a une commission actuellement qui travaille en Afrique du Sud pour améliorer cela. Alors, quelles sont les garanties offertes par les conventions internationales ou quelles sont les conventions internationales qui abordent cette question du lancement d'alerte? Nous avons le socle, la Convention des Nations Unies contre la corruption qui a été adoptée en 2003, qui a été pratiquement ratifiée par tous les pays, sauf qu'en Afrique, seul l'Érythrée n'a pas ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et dans son article 33, la Convention appelle chaque État à envisager d'incorporer dans sa législation domestique deux mesures pour protéger les personnes qui dénoncent de bonne foi et sur base des motifs rénosables des actes de corruption. Donc, les États sont encouragés au travers de cette convention qu'ils ont ratifiée de pouvoir voter des lois qui protègent les lanceurs d'alerte. Il s'y est de noter que lorsque cette convention avait été signée, il n'était pas encore question de parler vraiment dans le sens littéral comme on le fait aujourd'hui de lanceurs d'alerte, mais aujourd'hui, on utilise ce même texte pour pouvoir appeler à la protection de lanceurs d'alerte. Il y a la Convention de l'OCDE pour la protection, pour la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. Cette convention encourage les pays membres à fournir de mesures de protection efficaces aux lanceurs d'alerte qui signalent les faits de corruption. Il y a la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection de lanceurs d'alerte, la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention de l'Union africaine sur la prévention de la lutte contre la corruption, qui fait des recommandations également aux États africains pour voter des lois qui protègent les lanceurs d'alerte, la résolution de l'OIT concernant le travail décent dans les chaînes d'approvisionnement, et là encore on voit au paragraphe 16 qui est de la résolution concernant le travail décent, qu'il faut, dans le travail où il peut y avoir un lien avec la corruption, il faut lutter contre la corruption, y compris en protégeant les lanceurs d'alerte. Il y a la Convention américaine, il y a plusieurs conventions qui appellent les États à pouvoir garantir la protection de lanceurs d'alerte. Et pour finir, lorsqu'on parle du lanceur d'alerte, on se rend compte qu'on se retrouve sur plusieurs sujets. Car le lancement d'alerte a un caractère transversal. Et cela peut donc, le caractère transversal de la protection de lanceurs d'alerte se reflète par sa nature multidimensionnelle, touchant à divers domaines et thématiques, allant du droit du travail aux droits humains, en passant par la lutte contre la corruption et la protection des données. Donc, quelques exemples pour illustrer ces caractères transversaux. Nous avons le droit du travail. Les lanceurs d'alerte doivent être protégés contre les représailles. Nous en avons parlé longuement. Droits humains, la protection des lanceurs d'alerte est essentielle pour garantir la liberté d'expression, la liberté d'association, l'accès à l'information et le Jimmy, droit. il faudrait que tu passionnes tout le monde, il faudrait que tu parles légèrement moins vite, parce qu'il y en a qui prennent des notes.
Désolé, j'essayais de respecter le temps. Voilà, merci, merci. Donc, il y a le droit humain. Donc, la protection de lanceurs d'alerte est essentielle pour garantir la liberté d'expression, la liberté d'association, l'accès à l'information et le droit à la participation à la vie. Il y a également le droit à l'environnement. Les lanceurs d'alerte jouent un rôle crucial dans le domaine du droit de l'environnement, car en dénonçant les atteintes à l'environnement, ils protègent les ressources naturelles et font la promotion du développement durable, renforcent la responsabilité des entreprises et font de la promotion de la justice environnementale. Donc, on se rend compte que la question du lancement d'alerte qui peut être légiférée touche à différents domaines selon que l'alerte puisse provenir d'un secteur X ou Y. Il y a la lutte contre la corruption. Je pense que lorsqu'on parle de la culture du lancement d'alerte, il y a aussi un certain nombre de lois ne touchant pas directement la protection de l'alerte, mais qui sont encouragées dans un État qui puisse exister, généralement la loi sur la protection de témoins, la loi sur la liberté de la presse. Ce sont généralement des lois qui préparent un environnement au lancement d'alerte. Donc, nous avons la protection des données, donc les lanceurs d'alerte doivent pouvoir divulguer des informations sensibles sans crainte de compromettre la transaction, sans crainte de compromettre la protection des données personnelles. Le caractère transversal s'est traduit par la nécessité d'une approche multidisciplinaire pour la protection des lanceurs d'alerte. Donc, il est également important de souligner que la protection des lanceurs d'alerte ne doit pas se faire au détriment d'autres intérêts légitimes tels que la protection de la sécurité nationale ou de la vie privée. Un juste équilibre doit être trouvé en la protection des lanceurs d'alerte et la protection d'autres intérêts. Pour assurer une protection efficace, il est impératif d'adopter des mesures qui englobent divers secteurs, incluant d'autres acteurs qu'on peut citer, les législateurs, les entreprises, les autorités publiques, la société civile et les médias. Donc, en conclusion, le caractère transversal de la protection de lanceurs d'alerte exige une approche globale et inclusive qui implique une collaboration entre différents. Alors, certainement, je suis allé très rapidement, mais je pense qu'on aura le temps pour les questions et de pouvoir approfondir ce qui a été dit et ce que je manquais. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Il y a des questions qui sont posées qu'on peut traiter tout de suite. Une question, est-ce que, il est possible que les diaporamas qui viennent de défiler puissent être communiqués aux intervenants? Effectivement, je le partagerai à Ismaël après ici à la CIB. Moi, pour moi, il n'y a pas de problème. Très bien, merci. Alors, pour les autres questions de fond qui concernent l'alerte malveillante, etc., on regardera ça au fur et à mesure du débat. Et je propose de donner la parole à Madame Barbara Savigny pour qu'elle fasse connaître l'expérience qu'elle peut avoir, pas seulement en français, mais peut-être plus générale. Merci infiniment. Tout d'abord, merci beaucoup au CIB d'avoir songé à me convier à cet événement et de me donner l'occasion de m'exprimer, alors d'un point de vue très particulier qui est celui du défenseur des droits. Juste en un mot, je suis, moi, de formation, je suis magistrat administratif et depuis 2 ans et encore pour 2 ans, je suis adjointe de la défenseur des droits, Claire Hédon, en charge spécifiquement de l'accompagnement des lanceurs d'alerte. Et donc aujourd'hui, je vous parle du point de vue d'une autorité administrative indépendante, qui est toujours un point de vue un peu particulier. Mon propos s'articulera en 2 temps. Tout d'abord, rappeler rapidement l'histoire de la législation française, comment elle s'est construite. Et je trouve que c'est intéressant par rapport à ce qui vient d'être dit. On voit que la législation sur les lanceurs d'alerte, elle a mis du temps à arriver en France. Aujourd'hui, je crois qu'elle est assez avancée, mais ça fait très longtemps que, on y travaille et qu'on cherche ce qu'est un lanceur d'alerte et qui doit être protégé par la législation. Parce que je crois fondamentalement qu'il n'y a pas une définition du lanceur d'alerte. Il y a des choix politiques, des choix qui résultent d'un équilibre, qui sont ceux de protéger certaines personnes plutôt que d'autres.
j'y pense, en France, on a tout un débat sur le point de savoir si des personnes morales, des associations notamment, peuvent être lanceurs d'alerte. Je crois que oui, mais en même temps, la France aujourd'hui n'a pas fait le choix de protéger les associations en tant que lanceurs d'alerte. Tout ça pour dire que la définition même du lanceur d'alerte, elle est toujours en perpétuelle évolution. Alors, en France, la législation est relativement récente. La notion même de lanceur d'alerte n'est apparue qu'à la fin des années 90. C'est un sociologue, Francis Chateau-Renaud, qui a défini ce qu'était le lanceur d'alerte. Et je trouve que sa définition est assez intéressante. Il dit que le lanceur d'alerte, c'est une personne ou un groupe qui rompt le silence pour signaler, dévoiler ou dénoncer des faits passé, actuel ou à venir, de nature à violer un cadre légal ou réglementaire ou entrant en conflit avec le bien commun ou l'intérêt général. On voit dans cette définition que le lanceur d'alerte, c'est une notion qui est extrêmement large, qu'il y a une démarche d'alerte, une démarche de signalement, de dénonciation. Moi, j'assume complètement de dire que le lanceur d'alerte est quelqu'un qui dénonce des choses, et des choses qui sont assez larges, puisque c'est violation d'un cadre légal, réglementaire, ou entrant en conflit avec le bien commun ou l'intérêt général. Le lanceur d'alerte, on dit souvent que, enfin, on pense souvent quand on pense lanceur d'alerte à Julian Assange, Edward Snowden. Il faut aussi avoir en tête, je crois, que le lanceur d'alerte, plus simplement, et pour faire référence à des dossiers que j'ai vus, c'est le policier qui va dénoncer des faits de violence commis par ses collègues, un dentiste qui va dénoncer des surfacturations dans un centre dentaire ou des actes de soins inappropriés. Je crois que c'est très important que la figure du lanceur d'alerte, elle soit réhabilitée, qu'on voit le lanceur d'alerte comme quelqu'un qui commet un acte vertueux, et également qu'elle soit banalisée. On peut tous un jour avoir besoin de la protection des lanceurs d'alerte. Donc tout ça pour vous dire que longtemps en France, il n'y a pas eu de protection spécifique des lanceurs d'alerte. Il existait des dispositifs sectoriels de protection, c'est-à-dire qu'on avait la protection des auteurs de dénonciation en matière de lutte contre la discrimination, harcèlement moral, harcèlement sexuel. On a créé également des dispositifs de protection des auteurs de lutte contre des auteurs de dénonciation dans le domaine sanitaire, à la suite de scandales. Je pense au scandale du Mediator, également à la suite de scandales de corruption. Donc, on avait des dispositifs un peu épars qui étaient dans le paysage sans avoir de cadre commun. La nécessité de ce cadre commun, elle est cependant apparue. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il y avait des trous énormes dans la raquette. On pouvait parfois être protégé parce qu'on était dans le domaine sanitaire, et puis lorsqu'on était lanceur d'alerte dans un domaine juste à côté, on n'était pas protégé. Donc la nécessité s'est fait jour. Et puis par ailleurs, je crois que c'est important d'avoir en tête qu'on a quand même la Cour européenne des droits de l'homme et le droit européen des droits de l'homme qui protègent les donneurs d'alerte, c'est le terme utilisé par la Cour européenne des droits de l'homme. Les donneurs d'alerte sont protégés au titre de la liberté d'expression, l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc la France a voulu se mettre un peu au diapason de cette protection européenne, et elle a adopté, il faut aussi avoir en tête que elle a adopté la loi du 9 décembre 2016 sous pression des organisations internationales, sous pression des associations, notamment de Transparency International. Et donc en décembre 2016, on adopte un premier statut de lanceur d'alerte qui est, je crois, un texte assez ambitieux. Ambitieux pourquoi? Parce qu'on définit le lanceur d'alerte, ce qui n'est pas chose aisée. Donc, on arrive à s'entendre sur une définition du lanceur d'alerte. On définit une procédure d'alerte. Sont protégées les personnes qui répondent à la définition du lanceur d'alerte et qui respectent la procédure d'alerte. Et puis, on décrit des protections. Donc, on a un cadre qui est relativement satisfaisant. Ça ne fonctionne pas du tout. Pourquoi? Et c'est là aussi qu'on voit que c'est un peu difficile finalement d'aboutir à une législation protectrice. Ça ne fonctionne pas parce que, principalement parce que la procédure à respecter pour le lanceur d'alerte est trop à la fois complexe et surtout elle est piégeuse pour le lanceur d'alerte. Parce que le choix qui avait été fait était d'imposer au lanceur d'alerte de commencer par alerter au sein de sa structure professionnelle. Ça donnait deux signaux. Le premier signal était que seuls les lanceurs d'alerte n'étaient protégés que s'ils alertaient dans un cadre professionnel.
c'était pas, je crois, l'intention du législateur. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel français a fini par préciser que les lanceurs d'alerte pouvaient être protégés à l'extérieur du cadre professionnel. Par exemple, vous pouvez aujourd'hui être lanceur d'alerte en alertant sur les conditions de fonctionnement d'une crèche, là où se trouve votre enfant. Et puis, ça donnait également, ça imposait également aux lanceurs d'alerte de s'adresser à leur employeur qui était souvent l'employeur défaillant et qui était souvent en lien avec l'alerte qui devait être dénoncée. Donc, ça n'a pas fonctionné. Le constat a été fait en 2020, mais dès le départ, en réalité, de ce que ça ne fonctionnait pas. Et donc, le dispositif a été renouvelé. Il a été renouvelé en 2022. Pourquoi en 2022? Parce que le sujet de l'alerte est devenu un sujet européen. Et on a une directive du 23 octobre 2019 qui est intervenue dans le paysage, qui pose un cadre communautaire de protection des lanceurs d'alerte. Ça a été très important pour le renouveau en 2022 de la protection des lanceurs d'alerte en France. Et on voit bien là aussi qu'il est très important d'avoir des organisations qui dépassent le cadre national. On a parlé de l'ONU tout à l'heure, mais là, le droit communautaire a été vraiment un élément déclencheur. On a une directive communautaire et donc c'est sur le fondement de cette directive que la France s'est réinterrogée en 2022 sur la pertinence de son dispositif. Le dispositif a évolué en 2022, principalement on est revenu sur cette obligation de faire une alerte interne à l'entreprise avant de s'adresser à une autre autorité. Donc aujourd'hui, le lanceur d'alerte n'est plus tenu de faire une alerte interne, il peut directement s'adresser à une autorité administrative. On a également clarifié les autorités qui étaient compétentes pour traiter les différentes alertes. On a créé un ensemble qui sont les autorités externes chargées de recueillir les alertes. On les appelle les AERS, autorités externes chargées du recueil des signalements. Vous avez la CNIL, par exemple, la Commission informatique et liberté, le défenseur des droits également, dans ces domaines de compétences. Donc, on a un ensemble d'autorités qui est désormais identifié. Et puis alors, par ailleurs, la loi a élargi la définition du lanceur d'alerte, a protégé les personnes qui accompagnent le lanceur d'alerte, les facilitateurs d'alerte. Ça peut être la famille, mais également un collègue, quelqu'un qui est en lien avec le lanceur d'alerte sur le plan de l'entreprise. Ça peut également être une association qui aide les lanceurs d'alerte. Et puis la loi a également renforcé les protections, irresponsabilité pénale du lanceur d'alerte à la fois pour les secrets qu'il dénonce, mais également pour les documents qu'il utilise et qu'il vole, qu'il va utiliser, oui, quitte à les voler pour pouvoir prouver son alerte. La seule chose qu'on exige, c'est que le lanceur d'alerte ait eu connaissance de manière licite de ces documents, création d'une irresponsabilité civile et ensemble donc de mesures de protection contre les licenciements, contre les représailles. Donc on a un ensemble qui est aujourd'hui beaucoup plus cohérent. Comment le défenseur des droits intervient-il dans ce cadre? Il faut savoir que dès 2016, au moment où on a créé un statut général, le législateur a décidé que le défenseur des droits serait un organe d'accompagnement des lanceurs d'alerte. Le défenseur des droits n'a pas eu beaucoup d'activité de 2016 à 2022, puisque je vous ai dit, le dispositif fonctionnait mal. Et en réalité, on s'est plaint de 2016 à 2022 de ce que le dispositif fonctionnait mal. En 2022, et on avait très peu de dossiers. De 2016 à 2022, on a eu entre 60 et 80 dossiers. Cette année, je suis à plus de 300 saisines de lanceurs d'alerte, de saisines du défenseur des droits. Donc, on a une augmentation qui est très importante. Alors, le défenseur des droits, comment intervient-il pour les lanceurs d'alerte? On a 3 missions principales. Première mission, mission d'information sur le dispositif. C'est une mission que je crois très importante parce qu'en réalité, il n'y aura pas de lanceur d'alerte si les personnes qui potentiellement peuvent lancer l'alerte ne sont pas informées de l'existence de protection, de la possibilité pour elles de lancer l'alerte. Et donc ça, le défenseur des droits essaye de communiquer sur ce dispositif. Alors, nous avons publié, je vous le montre, voilà, nous avons publié, et c'est en ligne sur le site du défenseur des droits, c'est une des premières actions que j'ai essayé de mettre en œuvre en arrivant en 2022. Nous avons publié un guide du lanceur d'alerte, donc destiné aux lanceurs d'alerte, pour leur expliquer
de la manière la plus claire possible, et vous savez mieux que moi, comme il est difficile pour un juriste parfois d'expliquer les règles de droit à un non-juriste, la plus claire possible, la législation applicable. Donc, on explique aux lanceurs d'alerte comment lancer l'alerte, à qui s'adresser, tout ceci pour sécuriser la démarche d'alerte. Le défenseur des droits communique par ailleurs sur le dispositif d'alerte, mais ça a été vraiment une de nos premières actions d'information. Nous pouvons également délivrer de l'information à la demande pour les lanceurs d'alerte. Par ailleurs, nous orientons les lanceurs d'alerte de plusieurs manières. Le lanceur d'alerte qui ne sait pas à quelle autorité s'adresser vient vers nous, nous dépose son alerte et nous dit vers qui dois-je me tourner? On lui indique, eh bien écoutez, ça c'est une alerte informatique et liberté, allez voir telle autorité. Nous pouvons également être saisis par les fameuses autorités externes chargées de traiter les alertes qui s'estiment incompétemment saisies, qui nous indiquent que j'ai été saisi, mais je ne sais pas, ce n'est pas à moi de traiter ces dossiers. On a typiquement l'IGAS qui va venir nous voir en disant, écoutez, j'ai reçu un dossier qui effectivement comporte une part sociale, mais en réalité, moi, je ne suis pas compétente. Ce qu'il y a derrière, c'est un problème je sais pas moi, de législation sur le médicament. C'est pas moi qui suis compétent, c'est une autre autorité. Et donc, le défenseur des droits va, dans ces cas-là, réorienter l'alerte, donc prendre l'alerte et la réorienter vers l'autorité compétente. Donc, on a vraiment un rôle, on est vraiment courroie de transmission des alertes. C'est un rôle qui est tout à fait nouveau pour l'institution et qui, là aussi, monte vraiment en puissance. On est de plus en plus saisi. Et je crois que c'est vraiment un rôle de facilitateur d'alerte. Déjà parce qu'on est l'interlocuteur principal des lanceurs d'alerte, qui sont plutôt rassurés d'avoir à s'adresser à l'institution plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Et puis également parce qu'on a pu constituer un petit réseau avec toutes les autorités chargées de traiter les alertes pour, avec elles, voir quelle est la meilleure façon d'orienter les alertes, quelle est la meilleure façon finalement de traiter les alertes. On communique beaucoup aujourd'hui avec ces autorités. Et puis, troisième chose, ce sera le dernier temps de mon propos, eh bien, nous intervenons, nous accompagnons les lanceurs d'alerte. Et comment est-ce qu'on les accompagne? Eh bien, nous utilisons les moyens traditionnels de l'institution pour les accompagner. Alors, avec deux possibilités principales. La première, qui est de rendre un avis sur leur qualité de lanceur d'alerte. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui nous saisissent, qui ne sont pas encore victimes de représailles. Elles nous saisissent simplement pour que nous leur disions, nous l'écrivions, qu'elles sont bien lanceurs d'alerte au sens de la loi et qu'elles méritent donc d'être protégées. Cet avis, ça se traduit par un avis juridique d'une dizaine de pages qui explique pourquoi la personne qui nous a saisis est bien lanceur d'alerte. C'est un outil qui est destiné à prévenir les représailles, puisque le lanceur d'alerte eh bien, dispose de ce document pour, le cas échéant, eh bien, pouvoir le brandir vis-à-vis de son employeur en disant, mais regardez, attention, ne prenez pas n'importe quelle mesure à mon endroit puisque je suis lanceur d'alerte. On a eu des personnes, j'ai en tête une personne qui avait dénoncé des infirmières, qui avait dénoncé des faits de maltraitance commises sur des résidents dans un EHPAD. Eh bien, ces infirmières, le lendemain de la dénonciation, elles sont venues nous voir, elles nous ont déposé leur dossier, elles nous ont montré leur alerte et elles nous ont dit, dites-nous qu'on est bien lanceur d'alerte. Nous les avons certifiés et aujourd'hui, ces infirmières nous disent on a eu des nouvelles assez récemment, qu'elles n'avaient pas fait l'objet de sanctions, mais elles savent que si jamais les choses devaient se tendre, eh bien, elles ont ce document. De même, si jamais elles doivent aller devant le juge en urgence, eh bien, elles auront ce document, qui est un avis du défenseur des droits, mais qui est quand même un avis qui a un certain poids moral. Par ailleurs, nous pouvons, une fois que le lanceur d'alerte est victime de représailles, ce qui est quand même souvent le cas, eh bien, nous avons la possibilité d'intervenir, soit auprès de son employeur en adressant des recommandations à cet employeur, soit en produisant des observations en justice. Ceux d'entre vous qui sont intervenus dans des litiges en France ont peut-être travaillé avec les services du défenseur des droits. Eh bien, nous produisons en parallèle du lanceur d'alerte des observations en justice. Et il faut savoir que dans plus de 80% des cas, lorsque le défenseur des droits produit des observations en justice, eh bien, il est suivi par la juridiction, pour montrer un peu tout domaine confondu, pour montrer un peu le poids que peut avoir l'institution devant une juridiction. Je terminerai en disant que tout ce que nous faisons pour les lanceurs d'alerte, eh bien nous allons en rendre compte, c'est la loi organique qui nous l'impose désormais, nous allons en rendre compte tous les 2 ans
dans un rapport bisannuel sur la protection des lanceurs d'alerte en France. Là, nous sommes en train de finaliser le premier rapport bisannuel qui sortira à l'été. Et je crois que c'est un document qui sera intéressant, tout d'abord parce que ça prend le pouls de la législation en France, et puis ça va également contribuer à donner à voir la législation sur les lanceurs d'alerte, et là encore banaliser et réhabiliter la figure du lanceur d'alerte, ce qui, je crois, est vraiment quelque chose d'important à viser pour l'avenir. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Et en plus, votre propos est particulièrement riche et complémentaire avec celui de Jimmy. Et donc, je vous remercie tout particulièrement de votre intervention. Alors, monsieur Dominique Tricot, sur un plan concret, et monsieur le bâtonnier Yaye, est-ce que vous voulez intervenir maintenant? Normalement, c'est mon tour, parce que tu as choisi de traiter de l'avocat lanceur d'alerte, n'est-ce pas? Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Parfaitement. Voilà. Donc, tu veux que ce soit Dominique qui parle? Non, 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 je préférerais plutôt parler avant que Dominique ne parle de nous. Oui, d'accord. Ok, merci. Alors, moi, je suis sollicité pour parler du rôle de l'avocat dans la protection du lanceur d'alerte et les obstacles à la défense du lanceur d'alerte et les mécanismes de protection à la portée de l'avocat. C'est bien ça? Alors, donc, moi, je voudrais, avec votre permission, dire seulement qu'on ne peut pas parler de lanceur d'alerte sans avoir en mémoire Irène Franchon et le scandale du médiateur, Edward Snowden, Antoine Deltour et les leaks, Frank Hogan et les Facebook, les files, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on ne peut pas parler de ce lanceur d'alerte. Mais moi, on ne peut pas parler de lancement d'alerte sans parler de ces personnalités-là. Il se trouve que moi, j'ai réduit mon intervention au cas spécifique du Niger. Et pour ce faire, moi, je vais traiter d'abord de dispositif légal qui avait été évoqué par Jimmy, mais moi, je le ramène à la situation du Niger et les cas de lancement d'alerte et les réformes attendues et nécessaires. Donc, pour votre compréhension, j'espère que vous m'entendez très bien parce que moi, je n'ai pas de retour. On t'entend très bien, on t'entend très bien. Très bien. Donc, euh, pour moi, les lanceurs d'alerte, ce sont les personnes qui révèlent des informations concernant des actes illégaux, illicites ou contraires à l'intérêt général et dont elles ont été témoins dans le cadre de leur fonction afin d'y mettre fin ou, à tout le moins, provoquer un changement, puisque ce n'est pas évident qu'on puisse spontanément arrêter tout. Évidemment, comme tel, les lanceurs d'alerte sont régulièrement menacés ou poursuivis par les personnes ou les organisations ou les institutions visées par leur révélation. Pour leur protection, il faut non seulement des lois robustes, surtout dans les domaines clés comme la lutte contre la criminalité financière et la liberté de la presse ou encore l'accès à l'information. Et pour mieux les protéger, donc, j'ai proposé, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, de voir le dispositif légal et les différents cas de lancement et les réformes attendues et nécessaires. Sur le dispositif légal, national ou international, et international plutôt, au Niger, chez nous, il y avait la Constitution du 25 novembre 2010. Vous le savez sans doute, la Constitution a été suspendue en juillet 2023, mais il y a une ordonnance qui est intervenue pour organiser le fonctionnement des pouvoirs pendant la période de transition. Il y a le Code pénal, il y a la Convention des Nations Unies contre la corruption qui est datée de 2003. Jimmy l'a évoqué, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, le protocole sur la lutte contre la corruption de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la loi numéro 2016-33 du 31 octobre 2016 portant sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la loi 2016-44 du 6 décembre 2016 sur la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, qui a été dissoute par une ordonnance de 2023, du 13 septembre plus précisément, 2023, sur
qui a institué la Commission nationale de lutte contre la délinquance financière et fiscale. Et il y a l'ordonnance du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse, la loi portant répression de la cybercriminalité au Niger, qui a en fait repris toutes les dispositions qui avaient été annulées, qui avaient été abrogées plutôt par la loi sur la liberté de la presse pour les réintégrer dans le corpus judiciaire et juridique. La loi de 25 septembre 2012 portant code du travail et l'ordonnance du 23 février 2011 portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Maintenant, si nous devons revenir sur ces textes pris isolément, vous allez voir la convention qui avait été ratifiée par le Niger sur les conventions internationales sur la lutte contre la corruption et la protection indique très bien que, sans utiliser le terme de lanceur d'alerte, assure une protection pour les personnes pouvant être considérées comme telles. Au niveau international, donc, la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003 qui imposait en son article 32 aux États partis de mettre en place toute mesure appropriée pour protéger, je cite, les témoins, experts ou victimes contre les actes de représailles ou d'intimidation dont ils pourraient être victimes du fait de leur déclaration. La Convention comporte également un article dédié à la protection des personnes qui communiquent des informations, l'article 33. Par ailleurs, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption de 2003, ratifiée par le Niger, dispose en son article 5 que les parties à la Convention s'engagent, je cite, à adopter des mesures législatives et autres pour protéger les informateurs et les témoins dans les cas de corruption et d'infractions assimilées, y compris leur identité, mais également à adopter des mesures afin de s'assurer que les citoyens signalent des cas de corruption sans craindre éventuellement les représailles. Toujours au niveau régional, le Niger a ratifié en 2006 le protocole sur la lutte contre la corruption de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et il ressort de ce protocole que pour protéger de manière effective et adéquate toute personne qui fournit de bonne foi des informations sur des actes de corruption constitue une mesure préventive de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. En effet, comme si la notion de lanceur d'alerte n'est pas explicitement employée, il semble qu'une obligation indirecte pèse à l'égard des États partis, dont le Niger. De plus, l'article 8 de protection parle de la protection des témoins, oblige les États partis à mettre en place des mesures visant à protéger efficacement les témoins contre toute forme de représailles ou d'intimidation dans le cadre d'une procédure judiciaire. Cette protection s'étend plutôt également aux membres de la famille, à tout autre proche des témoins. Ainsi donc, le Niger, en ratifiant les dits traités internationaux et régionaux, s'est formellement engagé à mettre en place une protection effective pour les lanceurs d'alerte qui jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la criminalité financière. Mais il y a un paradoxe, puisque la protection de ces lanceurs d'alerte dans la législation nationale est très limitée. Pourquoi limitée? Parce que le code pénal ne prévoit aucune disposition de protection des lanceurs d'alerte, mais réprime paradoxalement, en son article 220, la dénonciation calomnieuse. En ce sens, cet article dit, je le cite, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de police administrative ou judiciaire ou toute autre autorité compétente ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA. Et l'article 221 du même code sanctionne la révélation de secrets et s'applique au personnel de santé et à toute autre personne dépositaire par État ou profession ou par fonction temporaire ou permanente des secrets qu'on leur confie. Ainsi donc, seront punis d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 10 000 à 200 000 francs ou l'une de ces deux peines seulement pour les personnes énumérées par ce présent article et ceux qui auront évidemment révélé les secrets hors le cas où la loi les y oblige. Donc, voyez-vous, pendant que nous sommes en train de voir comment protéger les lanceurs d'alerte,
la loi, elle s'occupe, les lois de procédure interne s'occupent plutôt de condamner ou de réprimer les personnes qui ont été les dénonciatrices de toutes ces infractions pour lesquelles on était en train de lutter. Le Code du travail du Niger, tout à l'heure, un de mes prédécesseurs en a parlé, ne contient aucune disposition protégeant les lanceurs d'alerte. Cependant, il n'y a que l'article 78 de la loi qui institue le Code du travail qui dit que ne peuvent constituer des motifs légitimes de licenciement le fait d'avoir déposé une plainte ou participer à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de ses obligations ou présenter un recours devant les autorités administratives compétentes. Donc, c'est ça la protection, mais en vérité, ce n'est pas la véritable protection. La loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et sa protection pour les dénonciateurs, elle plutôt, c'était également dit, elle a dit, elle retient que pour accorder une protection contre les poursuites civiles et pénale pour violation du secret professionnel aux personnes ou dirigeants qui font des déclarations de soupçon de bonne foi déclarées exemptes de toute sanction pour violation du secret professionnel. L'article 95 de la même loi consacre la protection des témoins et du témoignage anonyme. Quand je disais tout à l'heure que la protection était limitée pour les lanceurs d'alerte dans le cadre de la loi sur la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, il est dit clairement à l'article 23 de cette loi que peut être saisi par toute personne pour des dénonciations datées et signées portant sur des faits de corruption ou d'infraction assimilées. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas dénoncer si vous ne déclinez pas votre identité. Et votre dénonciation doit être datée, elle doit être écrite et elle doit être signée. Ça veut dire que, comme tout à l'heure quelqu'un le disait avant moi, que si vous devez procéder, l'anonymat n'étant pas protégé, ça veut dire que il y a très peu de personnes qui seront promptes ou aptes à pouvoir dénoncer des faits criminels comme les infractions liées à la lutte contre la corruption. Cet article permet à tout citoyen de témoin de faits illicites de pouvoir saisir cette institution afin de lancer une alerte. Cependant, il n'existe aucune garantie, comme je viens de le dire, quant à l'anonymat de la transmission de ces dénonciations. Ça veut dire que vous pouvez dénoncer, mais il faut que vous preniez vous-même les garanties pour que vous ne puissiez pas être poursuivi. Puisque l'article 27 de cette loi également a d'une grande importance, se termine par l'obligation positive suivante. L'État assure la protection des témoins, des experts et des dénonciateurs dans les affaires de corruption et les infractions assimilées. Cet article consacre donc expressément la protection des dénonciateurs en matière de corruption et d'infractions assimilées. Cependant, aucune précision n'est donnée quant à la nature de la protection, ni quant à ses modalités ou délais de mise en œuvre. Et cette disposition a été reprise par l'article 26 de la nouvelle ordonnance qui crée la Commission nationale de lutte contre la délinquance économique et financière et fiscale, et qui dit que toutes les personnes qui dénoncent peuvent bénéficier de la protection de l'État. Mais comment? Dans quelles conditions? On ne sait pas. Donc, finalement, ce qu'on a vu plus tôt dans la pratique, ce sont les personnes qui sont visées par ces dénonciateurs qui se retrouvent être les personnes qui poursuivent les dénonciateurs. Donc, finalement, c'est le contraire qui se passe. Le dénonciateur n'est pas protégé, c'est celui qui est dénoncé qui est protégé. Donc, les lois, maintenant, je vais voir avec vous les lois et les mesures relatives à la lutte contre la criminalité financière. Premièrement, et nous, au Niger, avant le coup d'État de juillet 2023, il avait été dit que le Niger était l'un des pays dans lequel la corruption est répandue à racine. Et d'ailleurs, ce qui a fait que l'ancien président avait dit dans son discours d'investiture qu'il allait combattre la corruption avec rigueur et dénoncer une mentalité pas toujours en harmonie avec les valeurs de l'état de droit et les exigences relatives à la primauté de la loi. Malheureusement, lui, il a été balayé le 26 juillet 2023 et les forces armées qui ont renversé le pouvoir
elles aussi invoquent l'aggravation de la situation sécuritaire due à la violence djihadiste, la corruption et les difficultés économiques dans le pays, pourtant riche en uranium. C'est désormais, actuellement, avec les militaires, que nous sommes dans la situation de dire et de dénoncer qu'il y avait eu corruption et qu'il y avait le problème de, de vente d'uranium qui n'était pas faite dans les règles. Alors, de 2022 en 2022, déjà, le Transparency International classait le Niger comme 123e pays au rang mondial sur les 180 classés, avec 32 points obtenus sur 100. Voyez-vous, donc le Niger n'était pas bien loti. Le Niger bénéficie cependant pourtant des dispositions législatives de lutte contre la corruption et des institutions nationales spécialisées dans la prévention et la lutte contre ce fléau, comme la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, et désormais la COLDEF, qu'on appelle la COLDEF, qui est la Commission nationale de lutte contre la délinquance financière et fiscale. Et il y a aussi un bureau d'information et de réclamation sur la corruption dans le domaine de la justice et le trafic d'influence, qui permettait à tout citoyen de pouvoir, par un seul appel, dénoncer les problèmes qui surviennent dans le traitement des dossiers à la justice. Mais c'est strictement lié aux procédures judiciaires. On appelait ça la ligne verte. Donc, il y a aussi les déclarations de biens pour le président et les membres du gouvernement, mais aujourd'hui, il n'y a plus de déclaration de biens puisque les pouvoirs publics ont abrogé toutes les lois dans ce sens. Ensuite, je vais aller plus vite parce que la cellule nationale pour les informations financières qui existe toujours et nous oblige, vous avez entendu la dernière fois le bâtonnier du Niger nous dire que nous, même les avocats, nous sommes, au lieu de passer par le filtre du bâtonnier, nous sommes tenus de pouvoir faire nos déclarations sur les soupçons pour les transactions que nous avons eu à connaître. Maintenant, je reviens sur la liberté d'expression et les médias, parce qu'au Niger, jusqu'à une date récente, on avait donné la liberté à tous les citoyens de dénoncer tout ce qui se passe, y compris les médias, et pour leur permettre de le faire, on dit que les infractions commises par voie de presse sont dépénalisées. Malheureusement, avec l'avènement de la loi sur la cybercriminalité, on a repris encore toutes les infractions qui avaient été initialement abandonnées et qui permettent aujourd'hui de rechercher toutes les personnes qui dénoncent et les infractions. Donc, le Niger étant considéré partiellement comme libre selon le rapport 2022 de Freedom House, le pays a retenu la note de 51 sur 100 en 2020, mais il perd 3 places par rapport à l'année 2021. Ainsi donc, avec le contexte sécuritaire qu'il y a au Niger, parce que une bonne partie du Niger est occupée par les groupes armés terroristes, ce qui fait que les gens n'arrivent même pas à dénoncer véritablement ce qui se passe. Et pour des questions de sécurité ou d'atteinte à la morale, au moral plutôt des troupes, on dit non, de ne pas dénoncer, de ne pas dire qu'il y a telle chose ou telle chose qui se passe. Donc, du coup, il n'y a pas possibilité de pouvoir donner certaines informations. Donc, finalement, c'est le cadre sévère pour la divulgation d'informations classé secret défense qui prévaut. Et l'article 464 dit « Et sera coupable de trahison et puni de mort tout Nigérien qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense. » Donc, ça veut dire que même quand vous êtes témoin des exactions de l'armée ou des personnes qui interviennent sur le plan sécuritaire, si vous dénoncez, voilà la disposition qu'on va vous opposer. Voyez-vous, même la peine de mort est encourue. De plus, l'article 66 sera puni, c'est le code pénal nigérien qui dit sera puni de l'emprisonnement à vie tout Nigérien ou tout étranger qui, dans l'intention de les livrer à une puissance, rassemblera des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale. Et l'article 70 dit également que sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans tout Nigérien
ou étranger qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, aura porté à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale. Et donc, c'est alors même qu'il y a l'ordonnance portant accès à l'information publique au Niger, qui donne les garanties légales et qui permet à tout, avec à son article 13, que ne peuvent être ni consultés, ni qui permet à tous les Nigériens de pouvoir accéder à l'information. Mais dans la même ordonnance, il a été dit que les informations et documents administratifs dont la divulgation porterait atteinte notamment au secret des délibérations du gouvernement, des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, au secret de la défense nationale, à la conduite de la politique extérieure du Niger, à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, à la monnaie ou au crédit public, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente. Ça veut dire qu'il y a une ordonnance qui permet d'accéder aux documents publics, mais l'article 13 réprime la manière dont vous obtiendrez ces documents-là ou en fonction de la matière dans laquelle ces documents ont été divulgués. Et cet article précise que cette restriction s'applique à toute information publique dont la divulgation est interdite. Lorsqu'un citoyen rencontre des difficultés d'accès à l'information, il peut saisir le médiateur, qui n'existe plus. Le médiateur est tenu de faire ressortir dans son rapport public annuel adressé au président de la République les difficultés rencontrées par les citoyens dans l'exercice du droit d'accès à l'information. Mais l'information publique, bien entendu. Et s'agissant des sanctions, l'ordonnance prévoit que toute autorité administrative ou tout agent qui refuse de fournir ou fait obstacle à l'information publique et aux documents administratifs communicables encourt des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur et est tenu de réparer le préjudice subi. Tout agent ou autorité administrative se rendant coupable de diffusion d'une information non communicable est passible de sanctions disciplinaires. La conclusion de tout ça, c'est qu'en définitive, il y a une grande insécurité au Niger. Absolument. Parce que les personnes qui ont diffusé, qui ont signalé des agissements constitutifs d'une infraction, un manquement ou une violation légale, une erreur judiciaire ou des actes graves d'incurie de la gestion d'une administration publique ne peuvent plus prétendre à la protection prévue par le même texte. Et au niveau de l'UMOA, il n'y a pas de texte sur le lanceur d'alerte? Il n'y a pas de texte sur les lanceurs d'alerte, mais il y a les textes sur la corruption qui permettent la loi sur le blanchiment d'argent et de capitaux qui permet effectivement de dénoncer. Mais vous connaissez mieux que moi cette procédure. D'accord. Ouais, il n'y a pas de protection. Je me pose exactement la même Il n'y a pas question. de protection. Je me posais la même question que Bernard. Et Uh-huh. est-ce qu'il n'y a aucun projet de texte communautaire en la matière pour unifier? Il y a des directives qui ont été prises pour permettre à chaque État de prendre les mesures, mais les États se sont abstenus de le faire. Il y en a qui l'ont fait, mais ils n'ont pas prévu les possibilités de protection pour les lanceurs d'alerte. Si je dois rajouter quelque chose, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas encore d'initiative de manière concrète, mais je sais qu'il y a des discussions au niveau de la CEDEAO. Moi, j'ai participé à quelques réunions où il y avait des recommandations également au niveau de la CEDEAO, mais il y a quand même des États dans la région au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un projet de loi au niveau de la Côte d'Ivoire qui est en préparation, qui a déjà été préparé, mais qui doit normalement aller à l'Assemblée nationale. Et également, même le Burkina, qui est en transition actuellement, a participé à des ateliers pour préparer un projet de loi. Nous avons assisté à ces discussions avec le Burkina. Je pense qu'il y a quand même une dynamique au niveau de la région parce qu'ils se sont inscrits dans le cadre d'un projet avec l'ONUDC les États avaient inscrit très clairement, l'une des priorités était de protéger les lanceurs d'alerte. Donc, on essaie de voir, peut-être avec le Sénégal où le président l'a annoncé publiquement qu'il veut protéger les lanceurs d'alerte, peut-être que ça pourra donner, je sais pas, ça pourra donner une leçon.
C'est un vœu pieux et cela me permettrait de conclure rapidement en disant, pour toute recommandation, qu'il faudrait effectivement qu'on renforce la sensibilisation et l'accès aux procédures de dénonciation de la corruption, par exemple, et renforcer l'indépendance des institutions et des autorités de contrôle et l'indépendance de ces institutions de lutte contre la corruption et toutes les infractions affiliées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bâtonnier. Une question que je me posais en vous écoutant, c'est justement qu'on constate que les lois d'un pays peuvent donc aller à l'encontre de la liberté d'expression des lanceurs d'alerte. On prend le cas de l'article 31 de la loi sur la criminalité euh, sur les réseaux sociaux qui prévoit justement que la diffusion de toute information de nature à troubler l'ordre public est une infraction pénale. Dans ce genre de cas, quel est le rôle des cours régionales justement qui ont pour devoir de garantir les droits et libertés fondamentales des justiciables? Il y a eu des procédures. Généralement, les cours régionales sont saisis. Vous avez, par exemple, pour la cour de l'UEMOA, les citoyens ne peuvent pas directement saisir la cour. Il faut passer par la commission et il faut aussi passer par la conférence des chefs d'État ou la conférence et le conseil des ministres. Et du coup, c'est difficile de pouvoir saisir pour faire constater la violation de ces droits-là. Deuxièmement, pour la CEDEAO, par exemple. La CEDEAO pouvait dire que vos droits ont été violés, mais vous n'avez droit qu'à une réparation après avoir établi que vous avez été victime d'une violation de vos droits humains. Alors, dans tout ça, l'avocat et le lanceur d'alerte, qu'est-ce que ça donne, Monsieur Dominique Tricot? Je voudrais saluer les 433 confrères consoeurs et confrères qui nous écoutent d'une quinzaine de pays, notamment beaucoup d'Afrique, et dire ma fierté que la CIB est peu à peu organisé des webinaires avec un tel retentissement. Et je crois qu'on ne peut que rendre un hommage appuyé à notre directeur scientifique, Maître Laurent Poulet, et à sa cheville ouvrière, mais il vaut beaucoup mieux que ça, Monsieur Ismaël Sambaret. Bravo à tous les deux. J'ai envie aussi de dédier ces quelques mots à tous nos confrères qui sont en prison pour avoir été lanceurs d'alerte. Et je pense en particulier à nos confrères tunisiens. Il est probable que la Tunisie est actuellement le pays du monde où il y a le plus d'avocats en prison pour avoir dénoncé la montée d'une dictature rampante et les atteintes aux libertés. Et je ne commencerai pas sans remercier Madame Cécile Baroite-Sarigny, que j'ai dérangée fort récemment et qui a eu la gentillesse de bousculer son emploi du temps pour nous faire cette contribution essentielle. Merci, Madame. Tout cela, on l'a bien compris, c'est un rapport de force et va bien falloir qu'on dise de quoi on parle. En France, les lanceurs d'alerte n'ont, dans notre inconscient collectif, pas une très bonne presse, car on les renvoie au corbeau de Clouseau pour ceux qui aiment le cinéma et pour ceux qui aiment l'histoire, à ceux qui ont dénoncé des résistants et des juifs pendant la guerre. Il a donc fallu beaucoup de temps pour qu'on dépasse ce sentiment que le français est nécessairement hostile à toute coopération avec l'État, et c'est une immense différence culturelle avec nos amis anglo-saxons, où chacun se sent d'une manière ou d'une autre contributeur de l'État, débiteur d'une obligation de dénonciation, et un système français où on est plutôt guignol, proche du méchant que du gendarme. Il faut aussi dire que l'intérêt général doit limiter la définition des lanceurs d'alerte. Si M. Ismaël Sambaret, par impossible, venez dîner chez moi et buvez 2 bouteilles de whisky, prévenir la police qu'il repart en voiture et qu'il risque d'écraser le bâtonnier Vattier, c'est probablement quelque chose de sain. Ce n'est pas une activité de lanceur d'alerte, car il ne s'agit pas d'un intérêt général. Je dis rapport de force, ça veut dire qu'on comprend bien que les États sont finalement assez favorables à ce que la population participe à l'action de la police et qu'elle permette de dénoncer
des mauvais traitements dans un EHPAD, des abus de biens sociaux, des banqueroutes, mais les États sont beaucoup moins bienveillants lorsqu'il s'agit de se trouver eux-mêmes mis en cause par des lanceurs d'alerte. Et en France, la principale ONG qui était lanceur d'alerte, c'est-à-dire l'ONG Anticor, a été assassinée avec la complicité active du gouvernement français parce qu'elle avait mis en cause et provoqué la mise en examen de quelques ministres de ce gouvernement. Ça veut dire que dans aucun pays les choses ne sont gagnées, même si on peut dire que dans les dictatures, dans les démocraties naissantes, le risque est évidemment bien supérieur à ce qu'il est dans le Nord. Donc, mon propos, c'est une sorte de boîte à outils que je voudrais donner à nos confrères qui, notamment en Afrique, représentent la composante principale de la société civile, la composante principale de la défense des libertés et la composante principale du développement de la démocratie, et qui, chaque jour, se mettent en danger lorsqu'ils sont dans ce combat. Et moi, ce que je voudrais vous dire en quelques mots, parce que je voudrais surtout laisser de la place au débat, c'est que c'est en conciliant son devoir de lanceur d'alerte, d'avocat de lanceur d'alerte, avec les obligations de sa déontologie, que l'avocat peut bénéficier d'une immunité et être efficace. En gros, comment l'avocat peut-il être lanceur d'alerte et ne pas se retrouver en prison? Je vais juste vous redonner quelques définitions parce que je trouve que parfois les textes sont intéressants. Qui demande ça? L'article 122.9 du Code pénal dit, au moins c'est simple et c'est rapide, n'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause. La sauvegarde de ces intérêts en cause, elle est définie par la loi mise en vigueur depuis le 1er septembre 2022. Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue sans contrepartie financière, directe et de bonne foi, les informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié, etc. Mais la loi comporte une limite de taille, et j'écoutais le bâtonnier Moukaïla, et je vais lui faire de la peine par rapport à ce qu'il peut attendre de nous. Mais les faits, informations, documents, quelle que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite, sont celles relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des libérations judiciaires, au secret de l'enquête. Ça veut dire que toutes les exactions de l'armée échappent en France aux lanceurs d'alerte. Ça veut dire, pour parler très clairement, que si le malheureux Julien Assange avait eu l'idée idiote de se réfugier en France, nous l'aurions livré sans hésiter aux États-Unis, car il s'agit d'une atteinte au secret de la défense nationale américaine, et donc il n'aurait pas eu la qualité de lanceur d'alerte. Alors, sans aller dans des cas aussi extrêmes, quelques mots sur le régime du lanceur d'alerte. Je crois que ce qui a été parfaitement dit, et moi j'ai entendu le bâtonnier Bounkaïla, c'est que la difficulté est dans la protection. Et la protection, elle résulte, à mon avis, de deux faits fondamentaux qui fonctionnent pas trop mal dans le dernier état de la réglementation française. La première, c'est que le lanceur d'alerte n'a pas à prouver ce qu'il dit et qu'il ne peut être poursuivi que lorsque l'on prouve que ce qu'il dit est faux. Et cette inversion de la charge de la preuve est essentielle. Parce que si je dis que le ministre X a touché de l'argent sur un contrat pétrolier, il est probable que j'ai des informations. Il est extrêmement improbable que j'ai la preuve. Et la preuve sera rapportée par une commission parlementaire, par une enquête policière, que sais-je. Mais si je prends le risque, en n'ayant pas un dossier de preuve, je ne peux plus lancer l'alerte. Et pour les alertes essentielles,
c'est bien de cette protection qu'on a besoin. Et la seconde, c'est qu'ont été peu à peu supprimés ce que j'appelais les canaux obligatoires, qui ont été évoqués. Il y a une époque où il fallait commencer par prévenir son supérieur hiérarchique, ce qui veut dire se mettre en danger auprès de la personne qui très probablement avait commis le crime ou le délit que vous apprêtiez à reprocher. Il fallait sinon passer par différentes saisines. Aujourd'hui, et dans le dernier état de la loi, toute divulgation est possible, voire une divulgation publique sans annonce préalable, si, je cite, en l'absence de réaction des autorités dans un délai raisonnable, et même immédiatement en cas de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général. Quant à l'amélioration de la situation du lanceur d'alerte, elle comporte sa protection professionnelle, elle comporte aussi la protection de sa famille éventuellement, qui peut faire l'objet de mesures de rétorsion. Et enfin, parce qu'évidemment, le lanceur d'alerte va être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou pour je ne sais quoi d'autre. Et ce qui est essentiel, c'est qu'elle bénéficie d'un soutien financier dans l'exercice de sa défense pour ne pas se trouver tout seul, même si, dans beaucoup de cas, et nous le savons, la protection du défenseur des droits est essentielle pour que celui qui a appris quelque chose de grave ose le révéler. Alors, il y a deux hypothèses dans lesquelles on va se situer. Ou l'avocat est lanceur d'alerte, ou l'avocat est avocat du lanceur d'alerte. Il faut tout de suite situer le débat. L'avocat lanceur d'alerte, c'est celui qui est saisi par un de ses clients d'une dénonciation que le client ne pourrait pas faire lui-même. Ça n'a rien à voir avec le rôle politique de l'avocat. Et nous rencontrons tous les jours une vraie difficulté. Lorsqu'un avocat se trouve emprisonné dans un pays et qu'il a déclaré dans les journaux que le gouvernement était un gouvernement de voleurs et d'assassins, parce que il ne bénéficie plus d'aucune immunité. Je n'ai pas dit qu'il ne devrait pas pouvoir bénéficier d'une protection de lanceur d'alerte. Mais la protection à laquelle je m'intéresse là, c'est la protection de l'avocat. Et l'avocat qui émet des jugements de valeur n'est plus avocat. L'avocat ne peut intervenir que lorsqu'il est saisi de faits dans le cadre de son activité professionnelle et qu'il va les dénoncer sans jugement de valeur. Je vais comparer les choses de façon très simple. Si je dis que tel pays a un gouvernement de nazis, je ne bénéficie d'aucune protection. Si je fais observer que poursuivre telle personne dans tel pays, le texte qui est applicable est un texte identique à un texte de l'Allemagne nazie en 1938, je suis lanceur d'alerte, je suis dans mon rôle d'avocat et je bénéficie de l'immunité de ma robe. Alors, comment croiser ça avec le secret professionnel? Vous en savez tous suffisamment sur le secret professionnel pour que je m'étende, sans que je m'étende. Il est absolu. Le client ne peut en délier son avocat. L'avocat ne peut en aucune manière y déroger, quelle que soit la nature des intérêts en cause. Si je suis l'avocat du bâtonnier Vattier et qu'il m'avoue avoir tué 10 personnes, ou qu'il m'avoue qu'il va tuer 10 personnes, je ne peux rien faire. Alors, ça ne veut pas dire non plus que dans cette hypothèse, l'avocat doit être totalement stupide. C'est, je crois, le bâtonnier Vattier qui me racontait qu'en sa qualité de bâtonnier, un avocat affolé, l'a appelé en lui disant qu'un monsieur allait tuer sa femme à l'audience du juge des affaires familiales. Et le bâtonnier Vattier, bâtonnier de Paris, a téléphoné au commandant de la garde du palais de justice en lui disant, écoutez, j'ai des informations, ce serait peut-être bien de mettre un portique et de fouiller les gens qui iront tel jour chez le juge aux affaires familiales du tribunal de Paris. Ce qui a abouti au fait que les faits ont été réglés sans qu'il y ait eu d'atteinte au secret professionnel. L'avocat, il est évidemment essentiel et c'est en
conservant cette réserve, en se respectant son devoir moral qu'il peut être lanceur d'alerte. Alors, j'entends que vous allez me parler de Tracfin. J'aime pas beaucoup Tracfin. Il a bien fallu en sortir à un certain moment parce que l'avocat ne pouvait pas tolérer qu'on dise qu'il est le complice de gens qui se livrent à Juste un des... mot, TRACFIN, c'est la cellule de renseignement financier, hein, pour ceux qui nous écoutent. C'est exact. Donc, ça veut dire que l'avocat, au terme de la loi sur le blanchiment, l'avocat qui a connaissance, dans le cadre de son activité de conseil, j'attire votre attention sur le fait que l'activité contentieuse échappe à toute obligation de déclaration de soupçon. Donc, dans le cadre de son activité de conseil, l'avocat qui a connaissance d'un montage frauduleux qui passe entre ses mains, qui a connaissance d'actes délictueux, doit en informer son bâtonnier. Et c'est son bâtonnier qui effectuera le filtre, qui appréciera comment concilier l'intérêt général, la protection de l'avocat et l'obligation de soupçon. Et finalement, ce qu'on découvre, je pense que le bâtonnier Vati, en sa qualité de bâtonnier, pourra vous en dire deux mots tout à l'heure, c'est que finalement, sur 30 000 avocats à Paris, ça ne se passe à peu près jamais. Parce que les gens qui ont de mauvaises intentions ont maintenant compris qu'en France, les avocats ne seraient pas leurs complices ou qu'ils les rejoindraient dans leur cellule de prison. Donc, ils font appel à d'autres. Les avocats sont également prudents. Et à la première visite de quelqu'un qui nous propose un montage un peu bizarre, nous lui expliquons que nous sommes précisément incompétents en la matière et nous l'invitons à aller voir quelqu'un d'autre. Donc, c'est en croisant ces obligations de déontologie, en respectant toutes les règles de modération, de prudence, que l'avocat peut, se trouver en situation de lanceur d'alerte et protéger un lanceur d'alerte qui ne pourrait pas lui-même prendre le risque de sa dénonciation ou permettre au lanceur d'alerte de bénéficier d'un porte-voix. Parce que la personne qui, dans un dossier, dans un procès, va dénoncer, aura souvent très peu d'accès à des médias, à une divulgation publique. Et c'est l'avocat qui, par cette divulgation, va jouer le rôle de lanceur d'alerte. Et pardon de me répéter, il ne pourra le faire que dans la mesure où il le fera avec prudence, avec modération, et en restant dans le strict cadre de la défense des intérêts qui lui ont été confiés. En un seul mot, mes chers confrères, jamais de jugement de valeur. Proscrivons les jugements de valeur. Allez, j'ai envie de dire, laissons-les aux magistrats. Ils font ça tel mieux que nous. Voilà, en gros, ce que je voulais dire en laissant toute la place du débat, mais j'avais envie de citer William Bourdon, grand lanceur, confrère et grand lanceur d'alerte devant l'Éternel. Le lanceur d'alerte révèle quelque chose de caché. Il ne descend pas forcément dans la rue. Il faut une certaine intensité dans le scandale qu'on révèle, bien évaluer les risques et faire un arbitrage de la façon la plus sécurisée pour soi. Il faut être certain que l'information qu'on révèle soit exacte. Il faut, en fonction de ses situations personnelles, familiales et professionnelles, bien ajuster sa stratégie et ne pas prendre de risques inutiles. On peut aussi accepter que son nom ne soit pas communiqué, etc. Donc l'avocat est un acteur direct et indirect, et sa position dans le débat public comme avocat, et je le répète encore une fois, pour bénéficier de sa robe, consiste à ne jamais l'ôter pour en perdre les limites. Donc qu'il agisse dans la cité ou dans la défense des intérêts qui lui sont confiés, l'avocat est toujours un lanceur d'alerte des droits humains. Et il ne peut l'être qu'en respectant en tout point sa déontologie, sauf à perdre ses immunités, par là même toute la force de sa robe. Merci pour cette belle conclusion. Je n'avais pas mis mon micro. Alors, maintenant la place à la discussion. Il y a des questions qui sont posées. Et il y a une question qui est la suivante. Un mécanisme particulier pourrait-il permettre
à la défenseur des droits de se prononcer sur l'affaire Assange, liée à la France, par exemple en matière de droit d'asile. Par exemple, le biais de l'autosaisine du pouvoir de proposer des textes et mettre un avis sur l'inaction des autorités françaises. Alors, dans le cas de l'affaire Assange, Assange est un lanceur d'alerte et il dénonce une convention internationale. S'il était en France, qu'est-ce qu'aurait fait le défenseur des droits? Alors, euh, la défenseur des droits n'a jamais commenté la situation de Julian Assange, tout d'abord parce que nous n'avons pas été saisis par lui et parce que nous ne serions pas compétents en réalité pour traiter cette situation. Car Julian Assange ne relève pas du dispositif français de lanceur d'alerte qui n'a pas de vocation extraterritoriale. C'est important parce qu'il y a vraiment des sujets lanceurs d'alerte et notamment des ramifications extraterritoriales avec des personnes qui nous saisissent, qui sont des employés de filiales étrangères et qui se plaignent parfois d'avoir été victimes de représailles. Et voilà, hormis le dispositif spécifique Agence française anticorruption, qui lui a une portée extraterritoriale, la loi Sapin 2 n'en a pas. Donc voilà. Ce que toutefois cette affaire met en lumière, mais ça a été rappelé très, très justement, c'est les carences et les effets dramatiques des carences de la loi française et qui ont été dénoncés notamment par le défenseur des droits depuis 2016, qui sont l'absence de dispositifs d'alerte dans les domaines de la sécurité et de la défense nationale. C'était le cas en France en 2016, c'est encore le cas en 2022. Il faut savoir que un amendement avait été poussé en 2022 pour introduire des dispositions dans ce sens. Alors, ce n'est pas le défenseur des droits qui avait poussé cet amendement précisément, mais nous étions quand même tout à fait en veille sur ce sujet. Et au Sénat, la rapporteure du texte au Sénat a dit le sujet n'est pas mûr parce qu'il n'a pas été assez exploré. L'idée qui était derrière l'amendement était de confier à la Commission de la Défense nationale le soin de recueillir les alertes en la matière. Mais comme le sujet n'est jamais sur la table, le sujet ne sera jamais mûr en réalité. Donc il faut vraiment, je crois, se saisir de ce sujet et il faut vraiment avoir en tête que le choix qui est actuellement celui de la France, de ne pas traiter, enfin, ou d'exclure du champ de l'alerte les alertes dans le domaine de la défense nationale, emporte deux types de conséquences qui sont pénalisantes pour les lanceurs d'alerte, mais aussi pour l'État français. Tout d'abord, pour le lanceur d'alerte, eh bien évidemment, le lanceur d'alerte qui veut témoigner ou dénoncer des faits dans ce domaine, eh bien, va être plutôt invité à se taire. Mais le lanceur d'alerte qui veut vraiment dénoncer le fera. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, ça va se régler sur la place publique. Et donc ça, je ne sais pas, compte tenu des enjeux qui peuvent être ceux de la défense nationale, je ne sais pas si c'est une bonne solution. Donc, ça nuit à la défense nationale. Et puis, par ailleurs, on voit bien que les dispositifs d'alerte ont été mis en place pour prévenir, pour constituer un moyen efficace de lutte contre la corruption, notamment. Et il est évident qu'il peut y avoir des sujets de corruption dans la défense nationale. Donc, il est de l'intérêt même de l'État français d'avoir un dispositif de recueil d'alerte en cette matière. Donc, c'est pourquoi le défenseur des droits, mais on le fera dans notre prochain rapport bisannuel, hein, dans le rapport qui va sortir, le défenseur des droits continue à réclamer une réflexion pour un dispositif de protection des lanceurs d'alerte dans le domaine de la défense nationale. Dispositif à la fois de recueil des alertes, parce que c'est quand même à la base c'est ça, et ensuite de protection des lanceurs d'alerte. Euh, le sujet est donc toujours en cours et nous verrons dans notre prochain webinaire l'issue de cette question. Mais alors, il y avait dans les questions successives qu'ils ont posées, il y avait une question qui était la suivante. Vu que le lanceur d'alerte ne se sent pas protégé, et créer une agence détachée d'instances judiciaires qui permet de préserver l'identité pourrait mettre le lanceur d'alerte plus ou moins en sécurité pour pouvoir donner l'information. En d'autres termes, l'idée d'avoir une sorte de tiers qui recueille l'information et qui la répercute, c'est permet de protéger le lanceur d'alerte, puisqu'à ce moment-là, l'origine de l'information n'est pas connue. Au fond, lorsqu'on fait appel aux défenseurs des droits, lorsque
Est-ce que le défenseur des droits, j'ai deux questions, est-ce que le défenseur des droits lance l'alerte au lieu et place de celui qui a donné l'information? Et la deuxième question, lorsque c'est le lanceur d'alerte qui s'interroge sur la garantie, est-ce que le défenseur des droits donne souvent des certificats de lanceur d'alerte? Alors, le défenseur des droits ne lance jamais l'alerte à la place du lanceur d'alerte. Oui. C'est une question que nous nous sommes posée. Euh, les textes ne le prévoient pas précisément et on s'est dit, nous nous sommes dit que, il était tout à fait inopportun de lancer l'alerte à la place du lanceur d'alerte parce que lancer une alerte, c'est parfois s'adresser à une institution. Par exemple, parfois, nous considérons que l'autorité qui est la seule à même de connaître l'alerte, c'est l'autorité judiciaire. Et le lanceur d'alerte n'a peut-être pas envie de s'adresser à une autorité. Enfin, voilà, c'est vraiment une démarche personnelle que celle de lancer l'alerte. Donc, nous ne lançons pas l'alerte à la place du lanceur d'alerte. Euh, Par ailleurs, pour rebondir sur le sujet de l'anonymat, le principe du traitement par des autorités administratives désignées par la loi, c'est censé permettre aussi ça, cette démarche d'alerte sécurisée. Certaines de ces autorités garantissent d'ailleurs un anonymat quasiment absolu du lanceur d'alerte une fois que celui-ci les saisit. Je pense notamment à l'autorité de la concurrence. La première démarche de l'autorité de la concurrence, c'est d'anonymiser complètement le dossier et de le sécuriser. Et puis par ailleurs, au sein de ces autorités administratives, et c'est le cas aux défenseurs des droits, les dossiers lanceurs d'alerte sont isolés du reste des dossiers. Seules certaines personnes peuvent en connaître, nous les traitons vraiment à part. Alors, les certifications, euh, nous avons de plus en plus de demandes de certification, ça c'est sûr. Les certifications, c'est l'avis sur la qualité de lanceur d'alerte. Le dispositif est très récent, mais on en a vraiment de plus en plus. J'ai pas de statistiques sur le taux de réussite, enfin sur le taux de succès des demandes. Euh, on a rendu 35 avis favorables cette année. Ce sont des avis qu'on rend en 6 mois. La loi organique nous impose de le faire en 6 mois. Ce que je peux vous dire, sur l'ensemble des dossiers que nous traitons, nous avons de plus en plus de demandes sur la base de dossiers de plus en plus sérieux. Et ça, c'est quelque chose que je constate moi depuis 2 ans. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, il y avait vraiment des dossiers qui étaient très fragiles, une part non négligeable de dossiers qui étaient clos parce que on avait l'impression que les personnes qui frappaient à toutes les portes frappaient aussi à la porte du défenseur des droits en se disant lanceur d'alerte. Maintenant, je m'aperçois qu'on a encore ce type de dossier, mais moins souvent. Et par ailleurs, on a trouvé notre public, c'est-à-dire que les vrais lanceurs d'alerte, avec des affaires emblématiques, des affaires médiatiques, des affaires importantes, viennent nous voir pour qu'on les accompagne. Et alors, sur ce sujet, avant d'évoquer la question suivante, euh, la décision de certification de lanceur d'alerte peut-elle être remise en cause devant le juge administratif? Ça, on voit bien la démarche de l'avocat. Et Et c'est un sujet qui est sur la table et qui est actuellement entre les mains d'un juge administratif qui en décidera. Euh, Moi, alors, là, je suis magistrat, je l'ai rappelé, donc je vois bien tout ce que ça soulève comme question. En me plaçant du côté du défenseur des droits, et qui est mon rôle actuellement, je voudrais souligner 2 choses. Tout d'abord, jusqu'à présent, les avis du défenseur des droits ont toujours été considérés comme des avis ne faisant pas grief. Et donc, je trouve qu'on comprendrait mal qu'il en aille différemment des avis sur la situation des lanceurs d'alerte. Euh, Par ailleurs, si on remettait en cause l'ensemble de la jurisprudence sur les avis du défenseur des droits, ça bouleverserait complètement le fonctionnement de l'institution. Nous recevons plus de 250 000 demandes par an, défenseurs des droits, pour tout sujet confondu. Donc, il y a quand même un flux. On ne rend pas 250 000 décisions avis, mais on en rend quand même beaucoup. Et puis, je trouverais dommage que finalement, le contentieux se noue sur ces avis, alors que le vrai sujet, c'est plutôt l'existence d'une mesure de représailles ou non du lanceur d'alerte, d'une démarche de lanceur d'alerte ou non. Et voilà, je trouve que ce serait un contentieux périphérique qui serait inutile.
Enfin, l'hypothèse juridique demeure. Mais ceci étant, je pense, là, je me tourne vers Jimmy et vers Yaye, la certification du lanceur d'alerte par une autorité comme le défenseur des droits, c'est un élément particulièrement important qui mériterait d'être intégré dans les réglementations, pour autant que l'autorité de certification soit totalement indépendante. Euh, alors là, il y a une question qui vient est destinée au bâtonnier Munkaya et qui est la suivante. À travers la définition donnée par Madame Barrois, je comprends que le concept aviseur prévu par les codes des douanes de la RDC renvoie aux lanceurs d'alerte. Ces aviseurs bénéficient d'une quote-part dans la répartition de la prime contentieuse après l'exécution des obligations assorties du procès-verbal d'infraction douanière dressé par contre les infracteurs. Partant de ce principe, nous constatons que les aviseurs induisent souvent l'administration douanière en erreur en donnant de fausses informations qui peuvent amener l'administration à prendre des mesures de contrainte contre les agences et les importateurs. Il n'y a pas de question, c'est une question posée, mais qu'en pense le bâtonnier Munkaya? Tu mets ton micro parce qu'on ne t'entend pas. Tu peux mettre ton micro? Micro. Mets ton micro. On ne t'entend pas, Yaye. Vous m'entendez maintenant? Oui, C'est bizarre, mais bon, il était déjà ouvert. Euh, donc, ce que j'ai compris je ne sais pas si c'est une contribution ou une question, quand il dit que en donnant de fausses informations qui peuvent amener l'administration à prendre des mesures de contrainte contre les agences en douane et les importateurs ou exportateurs. Mais c'est pour cette raison d'ailleurs que la qualité d'abord de lanceur d'alerte est fortement difficile à acquérir et que c'est pour ça que dans notre code de procédure pénale et dans notre code pénal, c'est la dénonciation qui est réprimée. C'est le fait de dénoncer. On dit que l'État protège celui qui a dénoncé, mais finalement, c'est le dénoncé qui est protégé. Alors, donc, est-ce que en dénonçant et que souvent c'est de manière malveillante que ça se fait. Mais ça, c'est l'action récursoire. Celui qui a été dénoncé peut se retourner contre la personne qui a dénoncé. Surtout que pour avoir déjà la qualité de lanceur, c'est très difficile. On ne vous le reconnaîtra même pratiquement pas en tant que tel quand vous lancez une dénonciation comme ça et que par la suite, on se rend compte qu'elle n'était pas du tout fondée. Ça, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si il y a une rançon à la dénonciation. Si c'est le cas, là aussi, ça peut aller dans les abus. Mais je ne sais Oui. pas exactement ce que cela Mais peut. je pense que peut y avoir, ici, c'est un point très intéressant, c'est que je ne sais pas ce que vous en pensez, les grands spécialistes, mais le lanceur d'alerte, il le fait de façon désintéressée. Normalement. Et l'aviseur dont parle notre confrère de RDC, il le fait de façon intéressée, puisque il va percevoir une quote-part du produit. Et par conséquent, est-ce qu'il y a pas un mélange des genres? Est-ce que l'aviseur en matière fiscale et douanière peut-il être considéré comme lanceur d'alerte? Moi, personnellement, je ne crois pas à partir du moment où il a un intérêt et il n'agit pas de façon désintéressée. Et allez-y. Oui, Oui. je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est un point qui a été vraiment tranché dans la législation française. On précise que le lanceur d'alerte ne peut. Avant, on avait la condition de désintéressement qui a été précisée en 2022 pour dire ne peut recevoir de contribution, de rémunération directe en lien avec son signalement. Donc, l'aviseur fiscal qui existe, c'est un système à part avec des protections aussi, hein. Quand on est aviseur fiscal, on peut pas non plus, on est protégé, le système, mais c'est un système à part. Après, c'est un choix
politique. Aux États-Unis, le whistleblower est rémunéré et ça ne soulève pas de difficulté. Enfin, c'est un choix. Et la question de la rémunération, elle est pas non plus à balayer d'un revers de main quand on voit les conséquences financières et les difficultés qui peuvent être celles des lanceurs d'alerte victimes de représailles, notamment en lien avec une perte d'emploi. Moi, je voulais rajouter peut-être quelque chose. Je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire et je pense que les lancements d'alerte, qui est un processus juridique, peut dépendre d'un pays à un autre. C'est-à-dire la France aujourd'hui qui a adopté que les lanceurs d'alerte ne doivent pas être rémunérés. Et aujourd'hui, il y a des programmes d'ailleurs qui récompensent aux États-Unis les lanceurs d'alerte qui viennent pour bien évidemment dénoncer un certain nombre de faits liés aux intérêts des États-Unis. Et peu importe d'ailleurs que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Asie. Mais je pense que lorsqu'on parle d'un aviseur, c'est quelqu'un qui est en train de faire, dans une certaine mesure, son travail, qui est celui, et dans certaines lois ou dans certaines, comment dirais-je, lois de lutte contre la corruption, certaines agences, pour encourager les personnes à pouvoir révéler certaines informations, peuvent mettre des quotas pour dire si vous révélez sur une affaire qui coûterait 1 million de dollars, vous allez avoir une quote-part de autant. Mais ces gens ne peuvent pas être considérés, en tout cas à la lumière de la définition qui a été donnée tout au long de ces webinaires, comme étant des lanceurs d'alerte parce qu'ils sont plus attirés par le gain que cela peut générer plutôt que par l'intérêt général. Alors, il y avait une dernière question. Est-ce que la protection accordée à un lanceur d'alerte est-elle soumise à une durée? Je termine une conférence téléphonique et j'arrive. Hein. Oui, je vous entends. En France, non. C'est sans limitation de durée. Et on avait en droit, enfin parmi les pays européens, certains pays avaient fixé des durées, mais avec la directive communautaire, désormais, on ne fixe plus de durée parce que la directive ne prévoit pas de limitation dans le temps. Et c'est très important parce qu'on peut avoir un lanceur d'alerte qui est victime d'une rupture dans l'évolution de sa carrière. euh, non pas immédiatement, mais quelques temps après l'alerte, au moment où tout le monde prend conscience que finalement c'est bien lui le lanceur d'alerte, etc. Donc c'est bien de ne pas avoir de durée limitée dans le temps. Après, il est plus difficile pour un lanceur d'alerte victime de représailles longtemps après l'alerte de prouver le lien avec l'alerte. En tout cas, il sera plus. La chronologie des faits plaide moins évidemment, enfin de manière moins évidente pour lui. Bâtonnier, Laurent a peut-être d'autres questions à poser? Non. Alors, moi, je ne vois pas d'autres questions dans notre webinaire. Et j'ai, parmi tous les messages, il y a des messages techniques sur le point de savoir si on peut adresser des attestations. Là, il faut s'adresser, envoyer un email avec vos références. On fera le joint avec les adresses email que nous avons dans le webinaire. Et donc, il y aura des attestations de formation. Mais je voudrais conclure ce webinaire en citant un message que nous venons de recevoir. Merci, merci à tous les intervenants. Toutes les interventions sont impeccables. Je dois dire que je n'ai rien à ajouter à ce message qui vient de nous parvenir. Et je voudrais vous remercier et dire, au fond, cette question de défenseur d'alerte, du lanceur d'alerte est une question cruciale aujourd'hui qui mérite une réflexion très attentive de la part des juristes, parce qu'il ne faudrait pas non plus que le lanceur d'alerte puisse devenir une sorte de Stasi mode RDA, à l'époque de la RDA. Donc il ne faut pas encourager une délation, il faut l'encadrer et il faut la protéger. Et voilà, donc on pourra continuer de nouveaux développements parce que ce sont des notions qui sont en pleine évolution. Et je voudrais donc m'associer aux remerciements qui viennent d'être faits par nos auditeurs pour votre contribution à cette réflexion. Merci, merci infiniment de votre contribution et j'allais dire, je
tellement d'intérêt à ce sujet que j'allais dire, on recommencera. Merci beaucoup. À Merci. tous. Merci à Merci, au tous. revoir. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Et